Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Salut Sarah! Hello Lila! Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'obligation qu'on a à être toujours positif, à aller toujours bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir quelque chose qui te mine le moral, de ne pas être au top, et pourtant de répondre à quelqu'un qui te demande comment tu vas, super, avec un grand sourire? Mais écoute, non, ça ne m'arrive jamais parce qu'en fait, moi, je vais tout le temps super bien. C'est vrai. Je suis dans le bonheur absolu de quand je me lève à quand je me couche et même quand je rêve, Tu rêves je rêve positif. de mon bonheur. Quoi. Pas de cauchemar. Non, désolée. Jamais. Ouais, voilà. Écoute, on va clore l'épisode ici vu que tu es une parfaite personne. Alors non, blague à part, oui, il m'arrive évidemment de ne pas aller bien, d'avoir des moments bof. Tu nous rassures. Voilà, après, est-ce que j'en parle? Ça, c'est effectivement un autre sujet. Eh bien moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce type de situation. On est beaucoup à vivre des moments où ça ne va pas, et pourtant, on ne les partage pas, on ne les dit pas. Parfois même, on ne se les dit pas à soi-même. On est vraiment en lutte contre soi-même. On se le cache à soi-même. On se le cache à soi-même. Okay. On ne s'autorise pas, même ne serait-ce que se dire que ça ne va pas finalement. Ok. On met un couvercle sur ces émotions. Et en fait, ça arrive à plein de gens qui sont souriants, qui sont positifs, qui sont énergiques, et leur entourage n'imagine même pas qu'ils peuvent traverser des choses difficiles parce qu'ils ont toujours le sourire. Oui, et il arrive même que ça renforce ces personnes dans le fait de ne pas dire, parce qu'elles ont tellement cette étiquette de la personne forte pour qui tout va bien, que si elles se mettent à exprimer une quelconque difficulté, ça peut faire peur à l'entourage qui se retrouve démuni, qui ne sait pas quoi faire pour l'aider, parce qu'ils n'ont tellement pas cette habitude. Et derrière ce masque de bonheur, en fait, il peut se cacher une certaine difficulté, détresse, et en parler, ça n'est même pas envisageable pour nous. On traverse une difficulté, qu'elle soit parfois, elle peut être professionnelle, familiale, de soi à soi, des questionnements de nous à nous, et on est plongé dans un tourbillon émotionnel qu'on ne parvient pas à surmonter. Il va arriver parfois qu'on se mette à ruminer, qu'on se force à aller bien, à aller mieux, et qu'on se dise, en fait, il suffit que tu mettes un sourire sur ton visage pour tromper tes émotions, pour toi-même te convaincre que ça va. On s'enferme dans un silence et on est dans l'incapacité de demander de l'aide à son entourage, d'accepter nos propres faiblesses. C'est vraiment une lutte de soi à soi que je trouve dingue. Oui, et puis la plainte a mauvaise presse. On est quand même dans une société où être positif, être souriant, c'est plutôt ce qui est attendu, acceptable, favorisé, valorisé. D'ailleurs, moi, je distingue vraiment, c'est important pour moi de faire la distinction entre le fait d'exprimer une difficulté à un moment donné et se plaindre. En tout cas, je lis vraiment une connotation négative derrière la plainte. J'imagine quelque chose de lancinant, de récurrent, de répétitif. Quand une personne se plaint de difficultés en boucle sur son problème, sans jamais chercher à en sortir d'une quelconque manière. Un peu la posture de victime. Oui, il y a quelque chose de ça. Alors bien sûr, ça dit de moi et de ce que je pense. Il n'empêche que, pour avoir échangé sur le sujet, je pense que c'est un peu cette image qui colle à la notion de plainte. Et donc l'image dont on veut probablement aussi s'éloigner un petit peu. Et qui vient alimenter peut-être le fait de ne pas oser dire qu'on ne va pas bien, de peur d'être taxé de la personne qui se plaint et qui est donc une potentielle victime de sa vie. Je caricature un peu, mais il y a de cette idée vraiment. Oui, dans ce contexte, on ne va pas s'autoriser à simplement dire ses difficultés, justement de peur de passer pour une victime, pour quelqu'un de faible aux yeux des autres. On pourrait alors être amené à relativiser beaucoup les problèmes qu'on vit, à se dire c'est des problèmes mineurs, il y a bien plus grave ailleurs, et en fait qu'il suffit de serrer les dents, de continuer d'avancer comme ça, et que ça va passer tout seul, comme c'est venu finalement. Qu'il faut faire preuve de courage, de force, d'optimisme, coûte que coûte. À tout prix. À tout prix. Oui, alors c'est un élan certes positif et qui peut être nourri par plein de raisons. On a parlé de la victimisation, mais on peut aussi avoir peur de déranger les autres, de prendre trop de place, de donner une image qu'on ne veut justement pas avoir, d'être jugé sur cette image, ou même peut-être de contaminer les personnes qu'on a autour de nous, les personnes qu'on aime, par notre peine, nos difficultés, et on a envie de les épargner tout simplement. Oui, et lorsqu'il arrive qu'on en parle à notre entourage, même proche, on peut faire face à des réactions qui sont tout à fait normales,
pleines de bienveillance, mais qui ont comme conséquence de nous freiner, de nous faire faire un pas de recul en fait. Oui, je crois que je vois de quoi tu parles, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors il y a des types de réactions qui sont très courantes, que toi, moi, on va avoir dans nos échanges, et qui ont tendance à justement freiner l'autre dans le fait de se dire. Je pense notamment au fait de victimiser l'autre. Tu vas raconter quelque chose et puis la personne qui t'écoute va dire « Oh ma pauvre, si j'étais à ta place, mais j'arriverais pas à faire face à ça. » Et donc, t'as pas envie qu'on te plaque cette étiquette Clairement. de victime. Tu me dis ça, j'arrête de t'expliquer ça, parce que je me sens mise en boîte dans quelque chose de bloquant, de paralysant, et je vais détester ça. Exactement. Clair. Et donc, généralement, la personne switch et dit « Oui, c'est pas très grave. » voilà, et on passe sur autre chose. Ça, c'est vraiment la réaction à laquelle on est souvent confronté. Ensuite, il y a une réaction qui consiste aussi à confronter l'autre à notre propre vécu. Quelqu'un vient nous raconter son histoire et on lui dit « Oui, j'ai vécu la même chose » ou « Ma voisine a vécu la même chose » et on commence à lui raconter ce qui va en fait se passer pour lui. Et donc on en vient finalement à ne pas écouter ce que l'autre a envie de nous dire, mais à se raconter soi-même. Et l'autre finalement fait ce pas de recul de ne pas se dire. Oui, et de se mettre à écouter l'autre, probablement. Exactement. Ouais. Et finalement, on parle vraiment de l'autre, qui était censé écouter à la base. Alors, il peut aussi arriver qu'on se sente jugé par les réactions des autres, quand notamment, ça me parle beaucoup, quelqu'un vient raconter une difficulté et qu'on est en orienté solution, qu'on va lui proposer toute une série, un panel de solutions. De qui tu parlais ? De qui ? Et plutôt que de l'écouter, d'aller d'abord comprendre quel est son besoin, on va arriver avec des solutions toutes faites, ce qui va donner l'impression à l'autre, de ne pas être écouté, ce qui est juste, et qu'on considère son problème comme n'étant pas un problème. Donc on considère qu'il n'y a pas réfléchi ou qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour le résoudre lui-même parce qu'il est facile. Oui, c'est ça. Comme si on ne mesurait pas du coup l'importance du problème, parce que s'il suffisait de faire ceci ou de faire cela, ce serait simple. Et donc quelque part, il n'y a pas de quoi vivre peut-être cette situation avec autant de difficultés, voire de désarroi. Ouais, exactement. Et une des dernières réactions à laquelle on assiste souvent et qui a tendance donc à faire reculer la personne qui a envie de se dire, c'est celle de minimiser. Et ça arrive souvent avec les gens qu'on aime, quand quelqu'un nous raconte quelque chose qui lui fait mal, qui lui fait de la peine, et que c'est quelqu'un qu'on aime, on a tendance à lui dire « mais ça va aller », à le rassurer, « c'est pas bien grave, oh il y a pire dans la vie ». J'entends quelqu'un dire souvent « tant que c'est pas la santé, c'est pas grave ». Je sais pas de qui tu parles, comme d'hab. Et donc tu vois, toutes ces choses qu'on a l'habitude de faire, même avec nos enfants, ne pleure pas, ça va aller, c'est en fait étouffer le vécu de l'autre parce qu'on n'a pas envie qu'il souffre. C'est plein de bienveillance. Oui, quelque part, c'est pour réconforter l'autre et se réconforter soi aussi. T'as raison, oui, tout à fait. Moi, j'aurais encore envie d'en ajouter un. C'est le « et moi alors » ou le « moi c'est pire ». Donc, c'est-à-dire que l'autre te rappelle que la situation difficile que toi tu vis, en fait, elle est difficile pour lui aussi. Voire sous-entendu quelque chose du style « pour moi aussi c'est difficile et moi, je ne m'en plains pas ». C'est donc ça. Ça peut être assez embêtant. Sois fort. Oui, c'est ça. Ce qui peut être à l'expression de sa difficulté à en parler ou de son souhait d'en parler aussi. Mais peut-être qu'on ne l'exprime pas spontanément toujours du mieux que de la manière dont on le voudrait. Ou alors, il y a aussi donc la version « moi, c'est pire ». Donc, toi, tu vas expliquer quelle est ta difficulté et l'autre personne va penser à sa situation qui est « oui, mais moi, j'ai aussi fait ça et j'ai aussi fait ça. Et quoi, tu penses pas que ceci, cela ?» Ou « toi, tu as mal au dos, moi, j'ai mal aux pieds, à la tête, aux bras. » Et c'est peut-être vrai, en fait. Ouais, La question n'est même pas sur la véracité de ce qui est dit. C'est certainement très vrai, très juste. Mais il n'empêche que, en voulant peut-être rejoindre l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est, on est face et on ferme l'espace à ce qu'il dépose justement ce qu'il vit. Oui, moi ça me fait penser, cette semaine je donnais formation dans un organisme, et c'est un organisme dans lequel j'interviens depuis 10 ans, et donc je dis au groupe, tiens, d'habitude on est dans des salles plus grandes, j'ai vraiment besoin d'espace aujourd'hui, c'est vraiment étroit et ça ne me convient pas.
Et eux de me dire, ben nous, on y vient tous les jours depuis 3 mois, donc effectivement, cet espace, c'est chaud pour nous. Et donc, je me dis, ok, pardon d'avoir évoqué ce besoin, moi qui y viens une fois sur votre session de formation, vous qui êtes là tous les jours. Quoi. Tu sais, cette tendance à sorry, en fait. Oui, alors qu'en vrai, les deux peuvent coexister. Exactement. Leur besoin, qui effectivement n'est pas chouette parce qu'en plus c'est récurrent, et ton besoin du jour, l'un n'empêche pas l'autre, et l'intensité de l'un ou de l'autre n'a pas plus d'importance, en tout cas dans l'exemple que tu nous donnes là, clairement. Tous ces exemples de situations qu'on a certainement tous et toutes rencontrés à un moment, soit dans la posture de celui qui veut s'exprimer, soit dans la posture de celui qui écoute, parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri, eh bien, quelque part, c'est assez contre-productif. J'entends par là qu'on risque encore plus facilement de se renfermer et de garder pour soi ces difficultés qu'on avait peut-être déjà du mal à exprimer, et donc de continuer à les feindre, à faire un peu la poker face. Le risque en plus, c'est qu'à mesure que les jours passent, le poids du silence devienne de plus en plus lourd, plus difficile, et que ça génère des conséquences qu'on n'aurait peut-être pas eues, ou pas comme ça, si on avait pris l'occasion de déposer tout ça. Le temps passant, je pense qu'on peut même avoir le sentiment de s'isoler, ou d'être isolé, de manquer de ressources. Et quelque part, ça alimente la difficulté potentielle à se connecter d'une manière qui soit authentique aux autres. Et in fine, de voir sa confiance en soi se détériorer. Parce que quelque part, je n'y arrive pas alors que je ne suis pas bien, et je n'arrive pas à aller bien. Et les autres, eux, ils y arrivent. Peut-être parce qu'ils ont le même poker face que nous, quoi. Évidemment. Mais donc, tout ça pour dire que la finalité, c'est quoi ? C'est la santé mentale qui peut vraiment en pâtir parce qu'on n'a pas extériorisé. C'est le risque quand on fait l'expérience d'une dissonance émotionnelle. Donc une dissonance émotionnelle, c'est quand ce que je montre à l'extérieur n'est pas en concordance, en congruence avec ce que je ressens à l'intérieur. Et ça peut vraiment détériorer la santé mentale. On peut en souffrir d'adopter des comportements qui sont à l'encontre de ce qu'on vit. Et en plus de nous-mêmes en souffrir, c'est souvent notre entourage ne comprend pas. On envoie des messages qui sont contradictoires. On peut avoir des comportements qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les éléments pour les comprendre. On risque aussi de ruminer, et à force de ruminer, à force de se nier, on peut avoir des débordements, des mots qui dépassent ce qu'on a envie de dire, qui dépassent nos pensées, et on peut arriver à des accès de violence, verbale ou physique, et le plus souvent contre soi-même ou contre les autres. C'est dingue, on parle parfois de dictature du bonheur, et ces conséquences peuvent vraiment être dévastatrice sur notre capacité à être authentique et à exprimer véritablement nos émotions, à trouver finalement des portes de sortie justement parce qu'on a pu extérioriser, en parler, dire, aller à la rencontre de l'autre. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette force, cette énergie qu'on dépense pour paraître positif, pour ne pas dire finalement qu'on ne va pas bien ? Alors, je pense qu'on peut citer plusieurs éléments. Le premier, c'est clairement cette responsabilité individuelle forte que l'on a, qu'on nous a inculquée, transmise. Alors, il peut s'agir d'une responsabilité à réussir, à y arriver, à être heureux, à être assez bien pour être aimé, une responsabilité en ce qui concerne l'état d'esprit qu'on a, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisirait de voir les choses. Point de vue, Voilà. Comment est-ce qu'on transmet du coup les choses aux autres. Alors, ça se manifeste notamment au niveau de nos croyances. Moi, je pense aux adages typiquement quand on veut, on peut. Ça sous-entend que je n'ai qu'à faire l'effort pour y arriver. Donc, c'est bien chez moi que ça se passe. Ou entre ce que tu veux et ce que tu as, il y a ce que tu fais. J'adore celle-là. Et c'est positif en soi. Tant que ça nous convient, c'est porteur, ça ne nous fait pas de mal. C'est comme toujours une question de dosage. Et à partir du moment où la balance s'inverse et que ça se met à nous desservir, là forcément, il y a quelque chose à questionner. Oui, et c'est de se dire que ça dit en fait, ça nie la réalité, ça nie les différences individuelles de vie. C'est comme si on était tous nés sous la même étoile, petit clin d'œil, et qu'il n'y a aucune particularité individuelle, que tous les parcours de vie sont les mêmes. Oui, c'est ça. Il y a qu'à, à nouveau. Ouais. La société aussi, qui nous bassine, en tout cas une partie de la société, un pan de la société qui nous bassine sur le « on doit être heureux ». Il y a quand même des bouquins qui nous expliquent comment faire, et il y a même des musiques qui nous en parlent. Il n'y a qu'à décider d'aller bien, finalement. Si tu voulais, si tu pouvais, tu le serais.
Ça se traduit notamment par une certaine... J'ai encore envie de chanter. Non, vas-y. Vas-y, je suis sûre que les oreilles de nos auditeurs vont être ravies. Je suis pas sûre. Alors, donc, toutes ces infos qu'on nous transmet, qu'on reçoit donc, dans ces livres, ces musiques, ça se traduit notamment par une certaine pression sociale qui va évidemment venir alimenter notre peur d'être jugé, voire nous conduire à une forme d'autocensure. Cette autocensure qu'on évoquait tout à l'heure et qui contribue donc à nos silences et à une potentielle lutte intérieure. Oui. Et alors, ce qui est paradoxal dans ce que la société nous envoie comme message, c'est qu'en même temps, on est bombardé d'informations négatives, d'images qui font mal, de chiffres sur la dépression et le burn-out. Entre nous soit dit, moi, je pense que c'est aussi probablement le reflet de cette tension. Donc, ces chiffres, le reflet de cette tension entre j'ai pas de raison de ne pas me sentir bien et en fait, je me sens pas bien. Donc, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Et donc, toutes ces infos, elles rendent quelque part encore plus important l'effort à faire pour être heureux, parce qu'on doit être heureux, mais en fait, c'est la merde, tu vois. Enfin, il y a quand même quelque chose de paradoxal dans tout ça. Et troisième élément que j'ai envie de mettre en évidence, c'est qu'à l'instant T, quand on nous pose cette question, le fait de faire comme si tout allait bien est finalement moins énergivore que de s'exprimer sur ce qui va mal. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, auxquelles on peut ajouter le manque de temps, le ça va du matin, auquel on n'a pas clairement, vraiment t'es dans ton... T'es dans ton quotidien, t'es dans ça, tes routines, tes automatismes, tes obligations. Le besoin de paraître fort, la conviction qu'il y a pire, et c'est vrai, il y a toujours pire. Le pire du pire du pire, il y en a toujours quelque part. La tentative de se convaincre soi-même que c'est pas nécessaire d'en parler vont nous aider à aller dans le sens de « il vaut mieux se taire ». C'est plus facile, effectivement. Ouais. Et puis, aller mal, le dire, le vivre, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, si je le dis, ça devient vrai. C'est ça. Tu vois, ça prend plus de place. Je lui donne de la résonance, Ouais. Ce n'est pas facile, en fait. On n'a pas le mode d'emploi. Non. On nous a pas appris à accueillir ces émotions, puisqu'on nous a toujours dit c'est pas grave, il faut pas pleurer. Avec gentillesse à nouveau, mais ce sont les messages qu'on a entendus. Ouais. On n'a pas le mode d'emploi. Et puis en plus, on est quand même en train de parler d'états désagréables. Si on nous offre une porte de sortie pour pas devoir les faire vivre et les faire exister, c'est difficile de pas la prendre. C'est clair. Et pourtant, refuser de reconnaître ou de parler de nos difficultés, ça les fait pas disparaître. Désolée pour le scoop. Bien au contraire, lorsqu'on n'en parle pas, elles prennent généralement davantage de place, elles s'expriment de différentes manières, et là on ne s'y attend pas généralement et on préférerait qu'elles ne s'expriment pas. C'est l'idée de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'en fait, il y a une fonction à cet état, et si on ne s'y arrête pas, ça va crier de plus en plus fort. Ouh, écoute-moi. Ouh, ça va pas bien. Alors on a beau se douter que ce n'est pas bon de garder ça pour soi, trop souvent, parce qu'exprimer ses difficultés à mauvaise presse ennuie et qu'on préfère avoir des gens autour de nous qui sourient, qui vont bien, on ne va pas partager nos difficultés. Et pourtant, partager nos luttes, c'est un acte de courage. En fait, un acte de vulnérabilité, c'est une vraie force de pouvoir exprimer, dire quand ça ne va pas. Il ne s'agit pas de dire tout le temps... inlassablement que ça ne va pas. Ouais. Mais justement, quand ça ne va pas. Et souvent, laisser ce qui ne va pas s'exprimer, sortir de soi, c'est le premier pas vers la possibilité de mieux le comprendre, d'avoir du support social, du soutien, et donc c'est s'offrir plus de chances de dépasser cette difficulté justement. Au niveau de la société, le fait de parler de la santé mentale, de favoriser et de promouvoir le développement des compétences émotionnelles, ce sont des éléments qu'on va considérer, toi et moi, comme des essentiels, des fondamentaux. C'est vraiment nous offrir l'espace, quelque part, ou nous aider à nous autoriser à justement nous exprimer sur ces éléments-là, parce qu'on sera plus outillés pour le faire. Et ça, on se rend compte que c'est de plus en plus le cas. Dès la maternelle et même la crèche, les enfants sont déjà sensibilisés à identifier l'émotion qu'ils vivent, la dire et en faire quelque chose. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Ce n'était pas du tout le cas à notre génération. Et ça, c'est plutôt une bonne évolution de mon point de vue, en tout cas. Oui, il y a même les cartes des émotions pour les adultes et il y a la version pour les enfants, puis les livres autour des émotions. Il y en a quand même quelques-uns qui sont d'ailleurs très, très, très chouettes. Ouais. Alors,
du coup, au niveau individuel, maintenant, la première étape, probablement, ça va être celle de s'autoriser soi-même à ne pas aller bien, la base. Si tu fais pas ça, forcément, c'est clair que... Savoir que c'est normal et s'autoriser à. C'est ça. Consciemment faire le choix et se dire que c'est possible. C'est pas une injonction à le faire, mais s'offrir cette possibilité. Et ça, c'est l'objet d'un travail qui prend du temps, qui nécessite certaines questions de soi à soi. Et comme pour tout changement, ce n'est pas aussi facile il y a qu'à le faire. C'est ça, c'est pas un yaka du tout. Et puis, une fois que ce travail est entamé, en cours de route, pour extérioriser, on peut le faire de plein de manières. On peut s'orienter vers les personnes qui ont une bonne oreille, de notre point de vue en tout cas. Et idéalement, quand on discute avec ces personnes, si on a besoin de déposer et qu'en plus on n'a pas forcément l'habitude de le faire, eh bien on peut leur indiquer quel est notre besoin. Tiens, je te parle, mais voilà, je sais qu'il n'y a pas de solution. En tout cas, je ne suis pas prêt à prendre des solutions maintenant. J'ai juste envie de te le déposer. Ou voilà, je t'en parle et je serais content d'avoir peut-être ton expérience, ton avis, tes conseils. Ou encore, voilà, je t'en parle et j'aimerais qu'on puisse peut-être co-construire ensemble des pistes d'action. En tout cas, ça nous donne plus de chances d'obtenir ce qu'on vient chercher. Tout à fait. On peut partager à l'oral, mais on peut le faire aussi à l'écrit. Évidemment. Pour certains, c'est beaucoup plus facile. Moi, c'est quelque chose que je conseille d'ailleurs souvent à mes patients qui ont du mal à exprimer les choses, mais qui les ruminent beaucoup. Et ceux qui prennent parce que ça leur convient et qui le font, 9 fois sur 10, ça a un effet vraiment très positif. On peut aussi extérioriser au travers d'une activité qui est artistique ou sportive. On sait clairement que ça permet de structurer sa pensée, le fait de mettre en mots, de déposer les choses et donc de réguler ses émotions. Alors, il ne faut pas hésiter à s'écrire à soi-même aussi, évidemment. En fait, ses propres difficultés. Et pas besoin de prendre un beau papier et sa belle plume, même si c'est ce qu'on aime faire, on peut. On peut le faire sur ses notes, sur son téléphone, si c'est plus confortable. Plus accessible souvent. Oui, et aujourd'hui, on a même l'opportunité de s'envoyer un vocal à soi-même. On ne doit pas l'écouter, tu vois, mais quelque part, on l'a dit, et on l'a dit à soi. Donc, ça reste de soi à soi. Il ne faut pas hésiter également, évidemment, à faire appel à un professionnel de l'écoute, un psychologue, quand on en a besoin. Parfois, ça peut être quelques semaines, parfois quelques mois, et ça ne doit pas être, tu vois, forcément une thérapie au long cours. Surtout si on se sent dans l'impasse et que l'échange avec l'entourage ne suffit pas ou n'est pas possible. Exactement. Mais oui, parfois, on peut aussi choisir de garder les choses pour soi. Ça, c'est aussi important pour moi de le dire. Oui, tout à fait. On est sur un continuum. Il y a le « je dis tout le temps, à n'importe qui, je déverse ce que je vis à l'autre constamment ». Et sur l'autre bout du continuum, je tais tout à tout le monde, je rumine et je me sens pas bien. Entre les deux, je pense qu'il y a aussi des situations qu'on préfère garder pour soi, en toute conscience, parce qu'on sait que c'est un moment à passer, parce que là, maintenant, je n'ai pas de solution, je ne suis pas prête à les entendre. Et on va cheminer dans sa propre réflexion et de manière tout à fait saine, dans un processus qui nous convient, parce que ça ne nous fait pas du mal, ça ne nous fait pas souffrir, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, et tu sais, dans les faits, j'ai l'impression qu'on prend de plus en plus conscience du risque de paraître toujours positif. On en parle de plus en plus ces dernières années, et même dans ce qu'on fait ici, dans ce podcast, on lève les tabous, on partage nos difficultés. Je trouve que ça contribue justement à honorer la complexité de l'expérience humaine, qui n'est certainement pas totale tristesse ou total bonheur. On est clairement un camailleux de vécu et d'émotions. C'est joliment dit, hein ? C'est joliment camailleux dit. De vécu et d'émotions. Ce qu'on vit à un moment donné, ça ne nous définit pas. Là, ici et maintenant, il se passe quelque chose. Mais voilà, c'est pas moi pour toujours. On peut déposer quelque chose de négatif. Ça ne fait pas de nous une horrible personne ennuyeuse qui envahit les autres de ses problèmes. Ou voilà, peu importe la représentation qu'on pourrait en avoir. Donc, quelque part, je pense que le message principal qu'on essaye de faire passer aujourd'hui, c'est qu'on a le droit de laisser la place et de faire exister nos difficultés, même si on entend qu'on doit et qu'on a tout pour être heureux. Et que c'est bon pour notre santé de pouvoir dire quand ça ne va pas. Aussi. Tout à fait. Et que c'est bon de dire aussi quand ça va bien, parce qu'il y a tous ces moments-là. Exactement. Bref, se dire, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, votre voix compte, peu importe ce que vous ressentez. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt.